C'est l'heure de Comédie Française avec nos invités Carole Barjon de l'Obs, bonjour. Bonjour. Et Xavier Couture, producteur, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et boum, un bourre-pif en pleine paix, comme dirait Audiard, alors qu'elle semblait calme, qu'elle s'était effacée au Congrès socialiste. Il y a quelques mois, je parle de Martine Aubry, qui ressort du bois bouillante de colère. L'ancienne dame des 35 heures a lancé une charge au bazooka contre Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui en politique procède à la transgression systématique, toucher aux fonctionnaires, aux 35 heures, embrasser le MEDEF, bref, autant de gousse d'ail devant un vampire. Donc je vous propose d'écouter le ministre de l'économie et la réponse de Martine Aubry. Le statut des fonctionnaires n'est plus justifiable ni adapté au monde tel qu'il va. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Voilà, ras-le-bol. Voilà, c'est le ministre de l'économie. Il faut qu'il mette tout son énergie, qui est grande, et sans doute ses talents, à accélérer la croissance et l'emploi. Et moi, je dois dire, je supporte de moins en moins à la fois l'arrogance et puis en même temps une ignorance de ce que vivent les gens aujourd'hui. Et il y a un moment où c'est plus supportable. Voilà, donc Macron habillé pour l'hiver. Pas grand monde au gouvernement n'est allé soutenir donc Macron. On a entendu des ministres dire que, dans le fond, la vieille, ils l'ont pas dit comme ça, mais valait mieux fermer sa gueule, comme disait Chevènement. Oui, enfin, on ferme sa gueule, soit on démissionne. Oui, enfin, il faut nuancer, parce que, effectivement, c'est ce qu'a dit Marie-Lise Lebranchu, oui. Ministre de la fonction publique. On n'est pas libre publique, de sa parole. Ministre de la fonction publique, et donc c'était bien normal qu'elle défende ses ouailles. Bien, en revanche, Manuel Valls, on n'a pas entendu qu'il se jetait pour condamner Macron très fort. Non, Valls, franchement, a laissé dire, hein, presque. Ouais. On imagine qu'idéologiquement, ils sont d'accord. Bien entendu. Et ce que je trouve intéressant, enfin, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a d'abord ce que ça révèle politiquement, puis après il y a le fond, effectivement, le statut de la fonction publique doit-il être aménagé, on va dire. Moi, ce que je remarque déjà pour Martine Aubry, c'est que c'est quand même un peu étonnant. Oui, qu'est-ce qu'elle cherche ? Il faut quand même pas oublier que Martine Aubry a signé la motion Cambadélis, donc la motion majoritaire au Congrès du Parti socialiste. La motion majoritaire étant celle, comme on le sait, de François Hollande, lequel François Hollande est quand même celui qui a poussé Emmanuel Macron sur le devant de la scène et qui l'a nommé. Bon, et on sait que c'est un peu son poisson pilote. Donc, il faudra quand même que Martine Aubry, aussi pour Aubry nous explique un petit peu où est sa cohérence de ce point de vue-là. Alors Xavier a peut-être une idée, quelle est la cohérence de Martine Aubry selon vous ? Pour Martine Aubry, je pense que la séquence est extrêmement difficile. D'abord, elle a disparu. Elle n'est pas candidate au régional. Elle a voté l'année dernière le budget. Elle a d'une certaine façon lâché les frondeurs, rebaptisés râleurs depuis. Et elle se trouve un peu au milieu du gué, sans qu'on sache très bien où elle veut en venir. Donc elle a une attitude un peu brouillonne. Elle se met, parce qu'effectivement, elle avait besoin d'exister médiatiquement, et probablement d'ailleurs rassurer son électorat dans le Nord. C'est-à-dire que dans le fond, les socialistes, au moment des régionales, soyez rassurés, je suis toujours porteuse d'une parole tout à fait engagée de gauche. Donc il y a quelque chose d'un tout petit peu gadget dans cette dénonciation de Macron. La seconde chose, c'est qu'évidemment... En fait, il y a la Martine Aubry des villes et la Martine Aubry des champs, pour les régionales. Et puis il y a une Martine Aubry qui, moi je suis désolé, à l'instar d'ailleurs de son père, n'a pas vraiment... c'est pas vraiment confronté à la difficulté des élections majeures. Et donc aujourd'hui, elle envoie un signe évidemment un signe à Hollande, qui est un signe évidemment plutôt négatif, mais il faut quand même bien lire tout ça, se disant dans le fond, elle dit à François Hollande, fais attention quand même, il ne faut pas non plus exagérer, mais en même temps, on le voit bien, il y a une opposition de l'opinion au sens large, qui est plutôt favorable aux thèses de Macron, et on le voit bien quand on fait les sondages. Bon. Et puis, l'opinion du Parti socialiste, qui, elle, est certainement beaucoup plus sensible aux arguments de Martine Aubry. Donc, je pense qu'il y a un jeu subtil dans tout cela. Mais pour une raison simple, c'est que c'est l'électorat du Parti socialiste. On sait qu'il est quand même composé essentiellement de fonctionnaires. Je voudrais vous poser, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, mais parce que là, c'est sur la politique. Sur le fond, est-ce que le Parti socialiste est condamné à vivre entre deux rives, celle des sociaux
sociaux-démocrates, sociaux-libéraux, et puis cette vieille gauche qu'on voit réapparaître en Grande-Bretagne avec Corbyn, cette espèce de fracture, de ce divorce entre l'idéal et le réel. Oui, moi je crois, ça fait très longtemps que ça dure et je crois que ça n'est pas terminé. Le paradoxe, si vous voulez, c'est que l'aile moderniste, on va dire, du Parti socialiste hérité de Michel Rocard notamment, au fond, va encore plus loin dans cette volonté de modernisation, avec effectivement des petites phrases sur la suppression des 35 heures ou sur le fait qu'il faudrait peut-être y revenir, sur le statut des fonctionnaires, et qui ça est un tabou absolu à gauche, qui était un tabou absolu. Et je trouve que c'est ça qui est un tabou en général. Hein. C'est que Macron fait un peu le poisson pilote, il lance des ballons d'essai sur des tas de sujets en principe tabous et pour la gauche, et ils le font à un moment donné qui n'est évidemment pas favorable, puisque la crise est là, les gens souffrent, ils ont besoin de plus de protection, et toutes ces réformes, elles vont plutôt dans le sens de moins de protection. Et le paradoxe absolu, c'est qu'ils lancent tous ces sujets, tous ces ballons d'essai, à un moment donné où, en réalité, la première gauche, si on peut dire... fait des scores impressionnants en Grèce. On voit que c'est plutôt la gauche radicale qui l'emporte. Chez nous, ils ont choisi l'extrême droite. Je suis complètement d'accord avec Carole. Modulo une problématique qui est pendante à cette élection de François Hollande, et peut-être d'ailleurs qui est la conséquence de ce fameux discours où il a dit le contraire de ce qu'il a fait pour paraphraser ses opposants et pour caricaturer un peu. Il devrait y avoir aujourd'hui, dans la gauche moderniste, un courant qui non seulement lance ces fameuses réformes indispensables, mais l'assume idéologiquement. Alors, la différence qu'il y a entre Rocard et Macron, c'est qu'à l'époque de Rocard, on disait, si vous voulez que le socialisme perdure, si vous voulez qu'une certaine gauche continue à fonctionner, si vous voulez que l'humanisme à la française puisse perdurer avec une couverture sociale qui est ce qu'elle est, alors oui, ça ne sera possible qu'au prix de ces réformes. Et c'est ce qui, je pense, manque aujourd'hui. J'écoutais en venant une émission sur Inter, où une jeune femme absolument délicieuse et féministe disait, on a le droit d'être féministe et de se maquiller. Eh bien, je pense que c'est la même chose. Il faut que Macron, Valls assument que, idéologiquement, l'humanisme à gauche, ce n'est pas la promotion systématique de valeurs dites de droite, ce qu'on leur reproche, mais c'est effectivement un courant réformiste indispensable. Du coup, dans ce vide idéologique, ce sont les radicaux, Corbyn, Tsipras, Podemos... Même s'ils sont très différents. Même s'ils sont tous très différents. Voilà. On voit même aux États-Unis monter une forme de radicalisme réformiste, qu'on est quasiment à gauche. Donc on sent bien que dans ce désert idéologique, ceux qui portent une parole soutenue par une pensée, par une volonté, par un espoir collectif, triomphent. Qu'en pense le Nouvel Observateur? Je pense que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de constater, de voir le tollé que provoque à gauche cette hypothèse, parce qu'on en est qu'à l'hypothèse. Macron a quand même dit ça dans un cercle extrêmement privé, et ça n'est absolument pas repris par le président de la République lui-même. Hein. Bon. Mais tout de même, ça suscite un tollé. Et moi, c'est ça que je trouve... fou, quoi, parce que ça veut dire que il y a des questions qu'on ne peut même pas poser. Voilà. Alors non, que... Carole, je vous interromps. On ne peut pas répondre à des questions sans les avoir posées. C'est plutôt ça le problème. Moi, je suis fasciné. Il y a une conférence TED magnifique d'un garçon qui s'appelle Simon Sinek qui parle des cercles d'or. Il dit tout le monde est capable de dire ce qu'il fait. À peu près tout le monde. La plupart des gens sont capables de dire comment ils le font. Très peu sont capables de dire pourquoi ils le font. Le problème de ces déclarations, c'est le pourquoi. Je suis d'accord, mais là, il se trouve que c'est une petite phrase qui est sortie d'un cercle privé. Bon, mais on voit bien quand même la question qui est posée. Hein, c'est est-ce qu'il faut aménager, oui ou non, le statut des fonctionnaires? Est-ce qu'il est inadéquat, comme l'a dit Emmanuel Macron? Pourquoi faudrait-il le faire? On peut le dire, ça. Oui, bien sûr. Et personne ne le dit. Quand je répète ce que dit Didier Migaud, 57% de dépenses publiques, moi, socialiste, je ne vais pas m'y opposer. En revanche, vous dire qu'on ne peut pas les dépenser plus mal qu'en France, ça, je peux le dire, parce que c'est mon rôle de la Cour des comptes. C'est ce que je dis. C'est parce que le tabou est encore extrêmement fort. Très fort. Et que donc, il se contente de lancer des ballons d'essai pour
au fond, habitué. Oui, mais on s'en fiche des ballons d'essai. Il y a un moment, il faut. Parce que c'est un sujet qui peut venir, par exemple, pendant la présidentielle, et que c'est comme ça que se fait la pédagogie en politique. C'est pas une pédagogie. On nous décrit le quoi possible sans nous dire pourquoi. Je pense qu'encore une fois, il faut que idéologiquement, s'il y a un courant social-démocrate ou social-libéral dans ce pays qui privilégie l'homme dans un monde qui n'est pas complètement déconnecté de son environnement, il faut l'expliquer. Il faut l'assumer, je suis d'accord. Il faut l'assumer et l'expliquer. Je suis d'accord. Il faut faire de la pédagogie. Comme vous le savez, en général, ça se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on commence à lancer l'idée, ensuite on voit comment ça réagit, ensuite on commande un rapport pour habituer l'opinion. Mais Carole, c'est tout ce que la France est capable de cultiver comme folie. C'est-à-dire que c'est la dictature de l'opinion qui reprendra évidemment ses droits si on fait comme ça. Merci à vous, beau débat. Donc la une de l'Obs cette semaine, c'est sur Mitterrand. Donc là encore, dernier secret. Pas très nouveau. Non, mais c'est un personnage qui fascine toujours. Et il est très moderne, Mitterrand, parce que si quelqu'un était capable de dire pourquoi, c'était lui. Alors là, pour le coup, très moderne. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Et on en débattra la semaine prochaine. C'était Rocard. C'est vrai, Pardon. Sur le plan économique, mais sur le plan social. Ça y est, j'ai créé un autre débat. La misère du la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'était Rocard. Mais elle doit prendre sa part. Et elle doit en prendre sa part. Voilà. Merci à tous les deux. À très vite. Je vous retrouve à 17h10 pour Politique avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite.